va falloir agir avec une précision du diable, Wang. Et une totale concentration. T'es prêt, Jack? J'étais prêt dans le ventre de ma mère. Parfait. Appelez-moi Plisken. Tu fais une tête comme si on avait chié dans tes grolles. J'ai horreur des conducteurs qui n'ont pas le sens de l'humour. Vous saviez que vous aviez une tête de vieux fromage blanc datant des années 50 ? J'aimerais savoir une chose. Au bout de 600 ans, ta quéquette fonctionne toujours aussi bien? On a gagné. On s'en est sorti, mon vieux tonton. Bon, vous allez tous attendre ici. Gardez la boutique, remettez des bûches dans la cheminée, et si on n'est pas revenu au petit matin, appelez le président. Bonjour et bienvenue dans Les Bobines, le podcast qui met un coup de projecteur sur les femmes méconnues du cinéma. Alors pour cette série estivale, nous continuons d'explorer le cinéma de John Carpenter à travers les femmes de sa filmographie. Alors après avoir parlé des femmes qui ont partagé sa vie, concentrons-nous sur les personnages féminins et leur traitement. Voici donc le nouvel épisode de John Carpenter's Bobines. J'ai toujours pas le bon accent. Hein. John Carpenter's Bobines. Pour commencer sur les personnages, abordons le gros dossier. Les rôles de Jamie Lee Curtis et le plus emblématique, Laurie Strode dans Halloween. Nous l'avons évoqué récemment, Jamie Lee Curtis doit sa carrière principalement à Halloween. Et donc à Debra Hill, pour ceux qui ont suivi, Debra Hill, la productrice, co-scénariste de Halloween, qu'il avait choisi autant pour ses qualités d'actrice que pour sa filiation célèbre, profitant à la promotion du film. Jamie Lee Curtis interprète donc cette jeune étudiante timide, intellectuelle, le nez plongé dans ses cours, contrairement à ses amis qui ne pensent qu'à une chose... Mais la jeune fille sage qui fait du babysitting échappe de justesse aux tueurs sanguinaires, contrairement à ses amis qui ne pensent qu'à copuler dans les couloirs. Conclusion, quand vous faites la chose, vous faites tuer. Ça peut paraître un peu idiot, mais c'est ce qui va déterminer la plupart des slashers à venir. Sans le savoir consciemment, Hill et Carpenter font de Laurie Strode le personnage emblématique de la Final Girl, ou Scream Queen. Né avec l'émergence des slashers, ce concept est théorisé par la professeure américaine Carol G. Clover, dans Men, Women and Chainsaws, Genders in Modern Horror Film, s'appuyant sur les travaux de Laura Mulvey, réalisatrice et essayiste qui elle-même avait théorisé le male gaze, mode d'objectification fondé sur la mise en spectacle et l'érotisation des femmes, au travers de laquelle ces dernières se trouvent toujours réduites à leur corporalité. Pour résumer, puisque le cinéma a toujours été un milieu d'hommes, réalisé souvent par des hommes, le point de vue des films est celui d'hommes qui ne pensent qu'avec leur et réduisent les personnages féminins à de jolis objets plastiques, comme l'avouait d'ailleurs François Truffaut. Le cinéma, c'est de l'art de faire des jolies choses à des jolies femmes. Bon, c'est pas ma meilleure imitation de François Truffaut, désolé. Bref, avec l'apparition des slashers, donc ces films d'horreur où un tueur tue des gens souvent avec un couteau, bel exemple de symbole phallique, faisant penser à une... Il faut que le spectateur s'identifie non pas au tueur, mais à une victime. De fait, du côté du bien. Quoi de mieux qu'une jeune femme innocente en détresse pour s'identifier ? Si cette femme peut en plus être vierge et pure, on sera d'autant plus révolté par la volonté du tueur de vouloir tuer cette petite biche avec sa... Non, là je veux dire avec sa lame, tout simplement. La chaleur monte dans cet ascenseur ou c'est moi ? Même si Psycho est une référence, c'est plutôt le film Black Christmas de Bob Clark qui est le film fondateur du genre. Dans ce film, un psychopathe terrorise une sororité d'étudiantes dans un campus, la veille de Noël, et se met à les zigouiller une par une. Ce même Bob Clark a soufflé l'idée de base d'Halloween à Carpenter et lui a laissé faire le film. Pour continuer sur la Final Girl, on ne peut pas ne pas évoquer Massacre à la tronçonneuse et cette Final Girl qui court pendant 1 heure en tentant d'échapper à Leatherface. Mais Laurie Strode, contrairement à ces femmes en détresse, qui courent et courent, comme la maladie d'amour dans le cœur des enfants. Salut Michel, ça va ? Comme je disais, contrairement à ces femmes, Laurie Strode, elle, se rebelle et devient une combattante. Peu de temps après, le personnage de Ripley dans Alien, incarné par Sigourney Weaver, va elle aussi se servir de sa jugeote pour affronter la menace. C'est une petite révolution, et cela va même devenir une norme dans le cinéma d'horreur. Le personnage féminin ne se laissera plus faire, nom d'une pipe en bois. Cela amènera bien sûr des années plus tard au personnage de Sidney Prescott dans la série des Scream de Wes Craven. As-tu envie de mourir, Sidney ? Ta mère, elle ne le souhaitait pas. Va te faire carré.
Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille notre épisode consacré à Flair Ray et aux Scream Queens avec les spécialistes du genre, Mélanie Boissonneau, et aussi notre épisode avec Hélène Frappa où on aborde le male gaze, le gaslighting et tout ça. Eh oui, il suffit juste de regarder un petit peu les archives, les gars. Mais revenons-en à Carpenter et à Laurie Strode. Ce personnage survit donc à Michael Myers et son masque d'Halloween tout pété. Petit fun fact, le masque a été trouvé par l'accessoiriste du film dans un magasin de déguisement pour Halloween. Et c'était censé être un masque de William Shatner. William Shatner, c'est le capitaine Kirk dans la série télévisée Star Trek. Mais ce masque était tellement mal fait que l'on basculait alors dans ce qu'on appelle la vallée de l'étrange. Ce sentiment de malaise que l'on ressent face à un objet inanimé censé ressembler à un être humain. Un peu comme quand on regarde une émission avec Michel Drucker. Salut Michel! Salut mon pote! Donc il l'a acheté, l'a arrangé un peu, et bim, le masque de Michael Myers est devenu iconique et a créé des cauchemars à n'en plus finir. Qu'est-ce qu'il y a dans la fiole avec une potion magique? Oui, Je m'en doutais. Qu'est-ce qu'on fait? On la boit? oui. Je m'en doutais aussi. Le personnage apparaît de nouveau dans Halloween 2, on l'a dit, toujours écrit et produit par Debra Hill et John Carpenter. Mais on comprend que Laurie Strode n'est autre que la sœur de Malcolm Myers. Jamie Lee Curtis ne veut plus faire les suites et son personnage meurt donc dans Halloween 4. Mais elle n'est plus morte dans Halloween 20 ans après, qui est en fait une suite du Halloween 2. Après, elle est de nouveau interprétée par Jamie Lee Curtis, qui remplit pour Halloween Résurrection. Et là, elle meurt. Mais après les reboots de Rob Zombie, Jamie Lee Curtis revient pour la trilogie Halloween de David Gordon Green et doit protéger sa fille et sa petite-fille de son frangin visiblement assez jusqu'au boutiste. Joyeux Halloween, Michael. Laurie Strode est donc devenue un véritable personnage culte, la Scream Queen la plus résistante du cinéma, grâce à Debra Hill et à l'interprétation de Jamie Lee Curtis, et influencera la suite de sa carrière. A l'instar de Sigourney Weaver, Curtis va ensuite incarner des femmes fortes, comme dans le film Blue Steel de Catherine Bigelow, la réalisatrice de Zero Dark Thirty, Des mineurs, Point Break, où elle y incarne une femme flic, ou son personnage dans True Lies de James Cameron, ex-mari de Catherine Bigelow, elle-même ex-femme de James Cameron, où son personnage de femme au foyer fragile se transforme en dézingueuse de méchant avec son espion de mari, Arnold Schwarzenegger. Pour conclure sur Jamie Lee Curtis et Carpenter, notons qu'après Halloween, les deux se retrouvent donc très vite pour Fog, dont on a déjà parlé, dans lequel elle joue une autostoppeuse qui n'a pas peur de faire du stop au milieu de la nuit. Mais ça c'est vraiment, c'est là où on voit qu'elle est forte. Salut. Salut. Vous allez où? De l'autre côté de la ville. Ah d'accord. Ça va aller? Oui, c'est gentil à vous. Je n'ai jamais fait de stop avant. Je suis une débutante. J'ai une question à vous poser. Posez-la. Êtes-vous un obsédé? Oui, j'en suis. Un obsédé sexuel. Un obsédé Ouais. sexuel? Quelle chance! La dernière fois, j'ai voyagé avec un mec dégueulasse. Il m'a pris en stop à Santa Barbara et peu de temps après à Carmela, il m'a demandé ma main. Je croyais que vous étiez débutante. J'ai commencé seulement hier. Et vous êtes le troisième chauffeur. Ah, je vois. Je suis le troisième à vous prendre. On verra. Peu après, on les retrouve au lit. Ils ont visiblement consommé leur union, et à aucun moment on se dit que le type a profité de la jeune femme, mais que c'est une relation mutuellement consentie, et les deux vont mener même l'enquête sur le mystérieux brouillard. C'est vraiment étonnant, faut le revoir pour se rendre compte que à cette époque c'est bien. Si on se penche sur les autres films de Carpenter, on se rend compte que les personnages féminins ont un traitement similaire dans la plupart des films. Certes, ils ne passent pas tous le test de Bechdel. Le test de Bechdel, tout le monde voit ce que c'est? Non? Bon, c'est pas grave, demandons la définition au professeur Philistin Mignoux. Professeur, c'est à vous. Professeur Mignoux a réponse à tout. Professeur Mignoux a réponse à tout. Hein? Oui, bien sûr, bonjour à tous. Je suis le professeur Mignoux. Alors c'est très simple, le test de Bechdel. C'est un critère qui permet d'évaluer la représentation des femmes dans les films et les œuvres de fiction. Ce test a été introduit en 1985 par l'autrice de bande dessinée Alison Bechdel. Il se compose de 3 critères qui doivent être remplis pour qu'un film passe le test. Alors premièrement, le film doit avoir au moins 2 personnages féminins identifiés par leur nom. Ensuite, ces 2 personnages féminins doivent avoir une conversation, et enfin, la conversation doit porter sur autre chose qu'un homme. Voilà, c'est très simple. Eh bien, bonne journée à vous. Merci professeur, c'était très clair. Donc les personnages féminins ne sont jamais contraints par des personnages masculins. Au contraire, ceux-ci sont souvent passifs, quand ils ne sont pas totalement indifférents, comme Jack Burton ou Snake Plissken qui repousse systématiquement les femmes.
À moins que Snake Plissken soit... Ah, ce petit Marcel Moulan. Mais oui. Mais oui. C'est vrai qu'elle comprend vite. Dans Prince des Ténèbres, où des étudiants scientifiques étudient dans les sous-sols d'une église une entité qui ne serait ni plus ni moins que le mal absolu, certains personnages masculins sont sacrément lourdingues, on peut le dire. Mais la sororité des scientifiques femmes, qui a une vraie parité en plus dans cette équipe scientifique, cette sororité les renvoie systématiquement dans leurs cordes. La seule romance possible entre les deux personnages principaux se termine d'ailleurs assez mal et ne sera pas consommée. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, regardez vraiment Prince des Ténèbres, c'est un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu, un des meilleurs films de Carpenter. Et vraiment, il y a tout, il y a une ambiance glauque, un peu d'humour, une musique géniale, Alice Cooper en grand méchant, et pour couronner le tout, la moustache du héros principal est vraiment terrifiante. Notons d'ailleurs que c'est une tendance dans le cinéma de Carpenter, mais rarement les personnages passent par la case literie, si vous voyez ce que je veux dire. Sachant qu'il a officié dans les années 70-80, ne pas apercevoir un bout de téton ou des draps s'envoler est assez unique pour le noter. Deux exceptions cependant, son film le plus touchant, Starman, avec Jeff Bridges, le dude de The Big Lebowski, et Karen Allen, le love interest d'Indiana Jones. Dans ce film, Bridges joue un extraterrestre qui répond à une invitation humaine lancée dans une sonde spatiale. Il fait la rencontre d'une jeune veuve, Jenny Hayden, et, vu que c'est un extraterrestre, il va prendre les traits de son défunt mari pour qu'elle l'aide à retourner ensuite dans l'espace. Dans ce film, Carpenter filme sa première scène de sexe de façon très pudique et plus romantique qu'érotique. Film plutôt boudé à la sortie, Starman est une très belle histoire d'amour qui aborde le deuil d'une façon assez originale et qui mérite vraiment le détour. Est-ce que vous croyez sérieusement que je vais dire au président qu'un extraterrestre a atterri chez nous, qu'il a usurpé l'identité d'un peintre mort depuis 2 ans, et que pour l'instant il se baladerait dans la verte campagne, dans une Mustang orange et noire 77? Toi t'es pas d'ici, dis donc. Regardez là-haut. Nous avons de la visite. Starman, un film de John Carpenter. Dans un autre film de Carpenter, qui s'appelle Les Aventures de l'Homme Invisible, nouvelle itération du roman de H.G. Wells, Chevy Chase est devenu invisible et réussit à séduire Daryl Hannah. Daryl Hannah, c'est la sirène du film Splash ou la tueuse Elle Driver dans Kill Bill. On les retrouve alors nus dans un lit après la chose, et Carpenter ne tente même pas de filmer, ce qui aurait pu être très drôle, une scène érotique entre une femme et un homme invisible. Bah c'est dommage, ça aurait été marrant. Pour en revenir aux relations hommes-femmes, abordons maintenant un de mes films préférés de tous les temps, Les Aventures de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. Dans ce film, Kurt Russell y incarne le routier solitaire Jack Burton, qui va aider son ami Wang à retrouver sa petite amie enlevée par Lopan, un sorcier maléfique. Ils vont alors entrer dans les entrailles de Chinatown, empli de démons et de magie. Les Aventures de Jack Burton est un film génial, dû surtout à son personnage principal justement, qui prend à contre-pied tout ce qu'on attend d'un héros musclé de cette époque. Oui, il est macho, oui, il roule des mécaniques, oui, il est musclé et courageux, mais il est toujours en retard sur l'action, et autant bêta qu'attachant. Sa maladresse justement et son côté loser charmera au final la jeune femme, mais celui-ci préférera reprendre le volant de son camion et partir tel Lucky Luke sur son cheval en héros solitaire, plutôt que de vivre une idylle. Peut-être ma dernière chance. Je suis riche maintenant. Je pourrais me retirer des camions, vendre le mien, quitter la route. Ça pèserait sur ma conscience. Ce que je vois bien, moi, c'est un camion plus spacieux. On en fait avec à l'arrière un appartement bien conçu pour 2 personnes. C'est tentant, bien sûr, mais tu sais, je me connais. Je sais que tôt ou tard, je prends tout le monde à rebrousse-poil, alors faut que je réfléchisse. Vous allez pas l'embrasser avant de partir? Non. Oui d'ailleurs, je ne me lasserai pas de mettre par-ci par-là des punchlines de Jack Burton en français, et le doublage fait par Michel Vignier est une pépite. Enchanté, madame. Je viens m'envoyer en l'air, madame. Je m'appelle Henry Swanson. Cash ou carte de crédit? Oh bah, cash, ça on peut pas le déduire des impôts. Donc on en parlait, Jack Burton préfère son camion aux femmes, et en parlant d'hommes qui préfèrent ses véhicules motorisés à une femme, comment ne pas parler de Christine.
Alors pour ceux qui l'ignorent, Christine a une jolie carrosserie, des formes fuselées et de sacrés pare-chocs. Non mais attendez, je veux dire vraiment. Hein, Christine, c'est le surnom donné par le jeune garçon Arnie à sa voiture, une Plymouth Fury de 1958 de couleur rouge pétant. C'est un tas de ferraille, Arnie. Je vais pouvoir la retaper. Je suis sûr. Ouais. Une fois réparée, elle va être géniale. Adapté d'un roman de Stephen King, Christine raconte l'histoire d'une voiture au pouvoir étrange qui lui donne presque vie. Arnie, jeune ado mal dans sa peau, la déniche à moitié bonne pour la casse et la retape. Une relation étrange se crée alors entre le garçon et sa voiture, faisant de l'un un garçon qui a pris confiance en lui, et de l'autre une furie jalouse et tueuse. La métaphore sexuelle à peine cachée fait de Christine le film le plus érotiquement étrange de la filmographie de Carpenter. Et encore une fois, met en scène un personnage féminin qui ne se laisse pas faire. A noter tout de même la présence d'un autre personnage féminin, qui s'appelle encore une fois Lee, la jeune fille du lycée, délaissée par Arnie et interprétée par Alexandra Paul, une des futures sirènes de la série Alerte à Malibu. Laisse-moi te dire ce que je pense de l'amour, Denis. L'amour a un appétit vorace. Il te bouffe tout. Les amis, la famille. Tout ce que ça bouffe, ça me sidère. Mais ce que je sais maintenant, c'est que si tu le nourris bien, ça peut devenir une belle chose et c'est ce qui nous arrive. Pour en finir sur les personnages féminins de Carpenter, revenons au début de la filmographie de John, avec Asso. Dans ce film, la secrétaire du commissariat, qui s'appelle Lee, décidément ce Lee, est-ce que c'est une référence à Janet Leigh, Bah j'ai pas la réponse, bon bref. Donc la secrétaire a de nombreuses scènes de séduction, à coups de répliques cinglantes et de punchlines bien pensées, avec le personnage de prisonnier patibulaire au grand cœur qui s'appelle Napoléon Wilson. Loin d'être apeuré, son personnage résiste à l'invasion du commissariat par les malfrats et sera donc celle qui convainc les prisonniers de se joindre à la lutte. T'es de quel côté, Wilson? Y a pas de côté. On est tous dans le même bain. J'ai déjà reçu une balle ce soir. Je ne tiens pas à en recevoir une autre. Je voudrais malgré tout vous dire un petit mot avant que vous ne sautiez par la fenêtre. Quand ils traîneront votre carcasse, je crierai pour leur demander de dire une petite prière pour vous. Avant qu'ils vous jettent dans un terrain vague, près des 5 policiers de votre copain qu'ils ont descendus alors qu'il était enchaîné et malade. J'ai fait tout ce numéro alors que son revolver n'est même pas chargé. La force de ce personnage de Lee doit beaucoup à son interprète Laurie Zimmer, actrice prometteuse des années 70 au regard perçant, qui joua même pour Jean Eustache, le réalisateur de La Maman la putain. Elle jouera avec lui dans Une sale histoire, elle jouera aussi pour Charlotte Slovak dans D'un jour à l'autre. Elle disparaît du jour au lendemain des écrans si brusquement que Charlotte Slovak, qui l'a dirigée dans D'un jour à l'autre, mène une enquête filmée pour la retrouver dans Qui se souvient de Laurie Zimmer en 2003. Un jour, je débarquai à Los Angeles, capitale mondiale du cinéma. J'ai voulu alors décrire cette ville, Los Angeles, qui n'a ni centre ni limite, et faire le portrait d'une femme qui s'y cherche ou qui s'y perd. Elle incarnait mon personnage. Elle en avait la grâce, la féminité et une mélancolie si particulière qui émanait d'elle. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, mais on revient très bientôt pour nous concentrer sur 2 films au casting très féminin, The Ward et Ghost of Mars. A bientôt les bobinettes et les bobineaux. Ils ont volé mon camion. Eh oui. Du calme, Jack, fais-moi confiance. On va te le retrouver, ton camion. Je veux récupérer mon camion, Wang, et je veux mon fric, et le temps pour un mec dans mon genre, c'est du fric, et ton téléphone est en dérangement en plus.